Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast. Alors cette semaine avec Romain, on va discuter de divers sujets, mais globalement, on va dire la thématique globale du podcast, ça va être comment faire face à un imprévu. Donc un imprévu, généralement, c'est quoi? Enfin, c'est pas vraiment le nom du podcast parce que vous allez voir, on va partir un peu dans tous les sens, mais faire face à un imprévu, type la perte de motivation extrême du jour au lendemain, la blessure, la perte d'objectifs, etc. Donc dans ce podcast, on va aborder pas mal de thèmes, on va aussi faire des liens avec nos pratiques personnelles. Parce que forcément, comment dire, il y a la théorie, mais il y a aussi ce qui se passe concrètement en fait chez nous personnellement, et du coup, bah, c'est un peu la vision qu'on va avoir pour nos athlètes, parce que forcément, quand un coach donne des, comment dire, quand un coach oriente son athlète, c'est généralement il y a une part de lui qui parle aussi. Je sais pas si ça te le fait toi, Romain, mais on va dire que je m'inspire beaucoup des épreuves que j'ai pu avoir dans ma pratique pour conseiller mes athlètes justement. Et du coup, l'objectif du podcast, ça va être de discuter de ça. C'est comment rebondir quand on est soumis, voilà, à une période un peu moins smooth que d'habitude. Surtout quand on a un athlète qui a l'habitude d'être dans des périodes tout le temps, on va dire vers le haut, quoi, la progression, il n'y a pas de plateau, etc. Donc typiquement, le débutant, en fait, ouais, je pense que le débutant, ça va être celui qui va se sentir peut-être le plus concerné, parce que le débutant, généralement, il connaît pas rapidement ce genre de moments un peu relous, genre la blessure, etc. S'il est bien encadré, bah, il progresse rapidement, il a pas de douleur, etc. Donc, ça va être intéressant. Déjà, bah, pour commencer le podcast, toi, Romain, est-ce que tu as déjà été blessé? Pour qu'on parte sur la thématique de la blessure déjà. Ouais, moi j'ai déjà été blessé, notamment une blessure qui est arrivée au bout de quelques années de pratique sur du soulevé de terre, où j'ai tenté en fait 2 fois de tirer sur un PR, sur un max, tu vois. Et la deuxième fois, en fait, mon dos, il a fait C'est le fameux limbago? ouais, le fameux lumbago. Et résultat, bon, en vrai, c'était marrant, tu vois, mais C'était marrant. De quoi, c'est de quoi c'était marrant? en vrai, c'est quand je dis, en fait, c'est marrant, je dis que, en fait, peu importe si, en fait, la blessure ou l'échec, ça t'apprend toujours quelque chose. Et donc, quand je dis que c'est marrant, en fait, c'est que ça m'a permis aussi de me rendre compte, bah, les vrais défauts que j'avais sur ma technique, et aussi d'apprendre que généralement, quand tu rates une barre, tu as peu de chances de la repasser après. Ouais, mais t'inquiète, j'ai mis ce groove. Ouais, c'est ça. À part, ouais, dans des rares cas où c'est vraiment technique, mais généralement, quand tu es plus débutant, c'est enfin, quand tu te connais pas assez, c'est généralement pas bon de faire ça. Et ouais, pour revenir à ma blessure, j'étais à Basic Fit, c'était sur 2,40, je charge, je défixe comme un porc, ça passe pas. Et là, en plus, il y avait des potes et tout à côté, j'étais là: «Oh putain, ils voulaient trop me l'avoir passé». Ah ouais, c'est ça. T'inquiète, J'ét t'as juste pas assez forcé, chef, continue. J'étais vénère et tout, je fais: «Non, je la repasse et tout». Tout le monde est là: «Ouais, ouais, tu vas la repasser, allez, ouais». Ah, les Vas-y, mauvaises vas-y. influences. Et là, franchement, je la prends, je me mets en tension, mais tu sais, je me mets en tension, mais hyper rapidement, tu vois? Genre, Ouais, la hype. je me précipite, je défixe encore plus, mais je continue, je tire, je tire, et là, tu vois, au milieu du truc, j'entends dans mon Oh dos, putain. tu vois? Et là, je fais: «Ouh là», je lâche, tu vois? Et là, je me mets à marcher, mais tu vois, je sens direct que je boite, mais ça va, tu vois? Je suis OK. Et tu vois, plus je marche, moins j'arrive à marcher, tu vois? Et là, il me faut: «Ouais, ça va?» «Ouais, ouais, ouais, ça va et tout». Moi, je pense par contre fin de séance, mec, je te jure, est-ce que tu vois la scène en fait dans, Le Loup de Wall Street? Oh là, mais mec, t'as des refs incroyables, bien évidemment, je la sais. Mec, la scène Le Loup de Wall Street, gros, j'étais comme ça. Attends, Je te jure. la scène quand il rentre complètement défoncé Ouais, en quand il voiture. Ouais, ok. rentre défoncé en voiture. Mec, je te jure, je marchais comme ça, j'ai pris mon sac, mais avec une difficulté de ouf. Je mets mon sac dans la voiture, et là, je me mets dans la voiture, mais tu sais, genre, je me jette un peu dans la voiture, et là, je me rends compte qu'en fait, genre, je peux pas appuyer sur les pédales. Genre, j'ai mal, en fait. Genre, alors ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré chez moi en deuxième. La voiture.
je suis rentré chez moi en deuxième parce que, mec, ça me faisait trop mal d'embrayer, tu vois. Bah ouais. Et genre, j'étais comme ça. J'arrive, je me gare devant chez moi. Genre, j'étais cuit. Je sors de la voiture, mais c'est vraiment comme le loup de Wall Street, tu vois. Genre, comme ça. Il y avait un voisin en plus. Il y avait un voisin qui me regarde. Il fait ça va, Romain, t'es blessé ou quoi? Je fais, ouais, là, là c'est chaud. Et mec, j'ai galéré et je te jure qu'après, pendant 3 jours, en fait, 3 jours d'affilée, mec, ma vie, c'était un enfer. En gros, je pouvais pas me mouvoir correctement. Ouais. Et ouais, c'était vraiment chaud. Donc voilà ma plus grosse blessure et depuis rien. Ouais, comment t'as rebondi qu'est-ce que t'as mis en place directement c'était quoi ton mindset? Essaie de nous développer un petit peu tout ça. Ouais, alors au départ, en fait, quand ça t'arrive, t'es là, putain. Surtout en fait, quand t'as jamais eu ça avant, tu vois. T'es là, Ouais, c'est ça. putain, je me suis niqué le dos. Ça se trouve, je vais même pas pouvoir remarcher correctement. Ouais, est-ce que t'as pas un peu tu sais, la voix du daron qui résonne en mode ouais, je t'avais dit que t'allais te blesser. Je t'avais dit que t'allais avoir un dos de vieux à 30 ans. Ouais, ouais, un peu. Et tu te remets en question et t'es là, putain, pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, tu culpabilises un peu. Ouais, tu te dis si j'avais pas tiré sur cette deuxième barre de merde, là, je serais bien, tu vois. Ouais. Et, et aussi, au quotidien, tu vois, tu le sens que ça t'handicape. Et donc, t'es là, putain, vraiment, pourquoi j'ai fait ça? Tu culpabilises. Et moi, ce que j'ai fait après, c'est. Bon, déjà, j'ai contacté mon ostéo pour voir s'il pouvait m'aider là-dessus. Et je me suis renseigné directement de ce que je pouvais mettre en place. J'avais mon coach aussi qui était là aussi pour me permettre d'avoir juste une personne avec qui me confesser, tu vois, avec qui parler et de trouver des solutions. Ça, c'est toujours bien parce qu'en vrai, quand tu te retrouves seul dans cette situation-là, Ah ouais. t'es un peu comme un con, quoi. Du coup, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai cherché le mouvement, tu vois, j'ai cherché à Au bout de marcher combien de temps comme t'as je cherché pouvais, à vite marcher, enfin vite bouger? bah, dès que je pouvais. Ouais, t'es pas resté tétanisé pardon, par la peur du mouvement, justement? Bah, au début, si, quand même. Au début, si, parce qu'en fait, c'était dur. Mec, je pouvais vraiment, je faisais des micro-pas, quoi. Ouais. Je marchais un tout petit peu chez moi. En fait, dis-toi que tu vois, pour me mettre dans mon lit, mec, ça me faisait hyper mal. J'ai l'impression d'être un tétraplégique. Tu vois, je prenais mes jambes comme ça. Comme dans la touche. Comme dans un touche-up, je te jure. Et en plus, gros, moi, je dors sur le côté. Ouais. Mec, là, je pouvais pas. Genre, en C'était fait, un bâton de bois dans ton lit, en fait. mec, j'étais un boîte en bois. Horrible, horrible. Et en fait, tout te fait mal. Et en fait, je sentais que j'étais vraiment contracté de fou. Et l'idée, c'était d'arriver à me décontracter aussi. Donc, ce que je faisais, c'est que je mettais de la compresse chaude, douche chaude, tu vois, pour un peu détendre les muscles. Et j'ai été manipulé par mon ostéo. Et, euh, et en 3-4 jours, j'ai pu remarcher normalement. Ah ouais, l'ostéo, il a réussi à faire un bon boulot? Ouais, Ok, ouais. c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que tu vois, moi, j'ai un peu cette vision de. Ouais, bon. Je ne crois pas trop au truc, tu sais, où on te remet un peu en place. Genre, on te fait deux, trois manips et hop, c'est bon. T'es un peu, tu sais, comme un objet qu'on. Enfin, une voiture qu'on emmène chez le mécano, il resserre le boulon et hop, c'est reparti, tu vois. J'ai un petit peu du mal avec cette vision, mais c'est intéressant parce que j'ai pas mal de feedback comme ça d'athlètes qui, tu sais, sans trop me concerter, vont chez l'ostéo, tu sais, un jour comme ça, sur un coup de tête, et ils ressortent avec, bah, j'ai beaucoup moins mal, etc. Bon, je pense qu'il y a aussi pas mal d'effets placebo aussi, mais dans ton cas, quand la douleur elle est vraiment aiguë, c'est intéressant de voir qu'il y a une grosse amélioration des symptômes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est vrai que après ça peut être placebo, tu vois, je l'entends. Mais Dans ton cas, même. non, parce que il y a quand même une grosse amélioration, tu vois. Moi, je dis le placebo, il a sa place quand, tu sais, typiquement, c'est la petite migraine qui part avec le Doliprane. Ouais. Genre, c'est le truc qui est là sans vraiment être là, tu vois, et il y a le placebo qui va faire le petit effet. Mais forcément, si tu perds ton bras et que ton bras il repousse, le placebo, je veux bien, mais
Mais ok, du coup, t'as mis combien de temps genre à revenir sur un entraînement cohérent et genre sortir d'une réhab entre guillemets? Franchement, je suis retourné à l'entraînement au bout d'une semaine et demie, on va dire. Ah ouais, d'accord, Ouais, ok. quand même. Ouais. Bah c'est marrant parce que tu vois, genre tu me racontes ça comme si vraiment tu venais de perdre ton dos, tu vois, et au bout d'une semaine, t'as quand même pu retourner à l'entraînement. Donc comme quoi, en fait, momentanément, enfin, le degré de douleur, bon, bien évidemment, encore une fois, si ta colonne vertébrale s'est cassée en deux, oui, je veux bien, mais le degré de douleur n'est pas forcément, comment dire, représentatif de la réhab qui va suivre. Donc faut pas stresser si on ressent une grosse douleur momentanément. Ouais, et puis en fait, c'est le fait de mettre une contrainte sur ton corps excessive qui oblige ton corps en fait à se mettre dans une Ouais. position de défense et à tout contracter, tu vois. Ouais, mais ça, justement, on va en discuter de pourquoi en fait ça arrive ce genre de douleur. Mais en fait, généralement, c'est comment dire, le claque qui fait peur, tu sais. Genre, c'est Ouais, ouais, ouais. tu te dis, oh putain, je me suis arraché un truc et tout. Bon, il y a des cas où tu vas t'arracher, on va le voir avec mon histoire à moi. Il y a d'autres cas où, ouais, dans une semaine, tu seras de retour à l'entraînement et ça sera distanciel. Donc, ok, Mais le témoignage était cool. le plus dur après, en fait, c'est de passer la barrière psychologique, tu vois, Ouais. de retourner sur ta barre. Et tu vois, tu as toujours en fait cette idée, c'est où tu repenses en fait à ton claque. Hmm. Et c'est cette peur en fait qu'il faut arriver à aller chercher et aller confronter, tu vois. Parce qu'en Parce fait, que je dis, ouais, pardon. tu peux rester en fait dans ta zone en mode ah bah ça y est, je me suis blessé, ça veut dire que faut que j'arrête, tu vois. Et rester dans ta zone et faire vas-y, bah, je vais faire du badminton, ça sera plus safe. Ou alors retourner à l'entraînement, te confronter à la barre et passer cette étape. Hmm. Parce que je dis souvent à mes athlètes, c'est la blessure, c'est un traumatisme. C'est comme, imaginons un jour, je sais pas, t'es avec ton père en voiture et ton père il a un accident et toi t'es dans la voiture, bah forcément tu vas avoir du mal à remonter dans une voiture pendant peut-être des semaines, des mois. Enfin, il y a un syndrome post-traumatique qui se met en place. En fait, la douleur, c'est exactement la même chose. La douleur qui t'a vraiment fait peur, c'est exactement la même chose. Donc en fait, ton corps, il va pas vouloir retourner dans l'amplitude qui l'a blessé, la sensation, etc. Enfin, et du coup, bah forcément, tu vas créer des mécanismes, mais tu vas pas réussir à tirer sur la barre. Moi, typiquement, j'ai une athlète qui a ça. En fait, elle se fait lumbago sur lumbago alors que, enfin, c'est pas explicable parce qu'en fait, elle a une technique qui est plutôt stable, elle a pas un gros volume, elle a pas une grosse intensité, on fait super attention, il y a plein d'exercices de réhab, etc. Mais son corps, en fait, veut pas comprendre qu'il est pas en danger, donc lumbago, contracture sous contracture, etc. Bon, Dieu merci, les lumbagos sont de moins en moins intenses, donc en fait, elle peut de plus en plus, enfin, revenir de plus en plus vite à l'entraînement. Mais il y a ce truc de arriver sur les charges qu'elle est censée faire voler, tu vois, elle va rajouter 5 kilos et impossible de tirer. Parce que tu sens qu'en fait, elle n'arrive pas à produire de la force par peur en fait de se blesser, tu vois. Alors Mmh. qu'elle veut, mais son corps veut pas en fait. Donc c'est super intéressant de partir du principe qu'effectivement il y a un traumatisme et ce traumatisme-là, faut en prendre conscience pour pouvoir bosser dessus justement. Et du coup, pas avoir ce blocage pendant des années qui restent, etc. quoi. Et aussi savoir sortir du schéma de la douleur, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont une douleur qui persiste, mais cette douleur, elle est très, je sais pas si c'est le terme, mais psychosomatique, c'est-à-dire que ça vient beaucoup aussi de ce traumatisme-là, du cerveau en fait, et comprendre que cette douleur en fait c'est un peu de l'histoire ancienne, ça peut vite aider l'athlète aussi à passer à autre chose et en fait à oublier quelque part cette douleur qui est très cérébrale en fait, plus que mécanique. C'est pour ça que des fois, je sais pas, t'as des douleurs au dos qui passent pas, tu fais toutes les imageries possibles et imaginables. En fait, il y a jamais rien qui apparaît à l'imagerie. Et en fait, là, c'est là où on se pose la question de est-ce que ta douleur, elle viendrait pas, entre guillemets, du cerveau? Même si, bien évidemment, voilà, t'es pas le malade imaginaire, genre, tu t'inventes pas des douleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la douleur, c'est quelque chose qui est encore très, très abstrait et qu'il faut pas se dire, j'ai une douleur, donc forcément, mécaniquement, il y a quelque chose qui a pété dans mon corps, quoi. Je Ouais, pense que fuck c'est ta beaucoup. douleur. Non, mais tu sais, par exemple, je pense qu'il y a des trucs à faire. Par exemple, chercher à se confronter justement plus souvent à cette petite douleur pour, entre guillemets, l'inhiber, tu vois. Typiquement, bah, j'ai mal un peu en flexion, bah, je vais bosser justement en flexion pour habituer mon corps, entre guillemets, à cette petite gêne et que, en fait, mon corps comprenne que cette petite gêne, bah, n'est rien, en fait. Et du coup, bah, j'inhibe. C'est un peu typiquement, tu viens de te prendre, je sais pas, tu sais, tu viens de frapper ton petit orteil contre le rebord de l'armoire.
Bah, ce que tu vas faire, c'est tout de suite sauter et frotter ton orteil, tu vois. Je crois Non, que ça moi, ce s'appelle que je fais, c'est que je me tape la tête, comme ça, j'ai plus mal, mais j'ai mal. Non, mais le truc, ça s'appelle, je crois, le gut control. Je sais plus ça s'appelle comment, mais en gros, c'est quand tu frottes la zone et du coup, tu inhibes les sensations, tu vois. Ouais, Bah, ouais, c'est la même chose, en fait. Ça va être de stimuler la zone en exercice pour oublier, entre guillemets, cette petite douleur, s'y confronter pour, en fait, l'oublier. Bref, c'est un autre sujet. ouais, Mais, en fait, des fois, tu te rends compte que tu as des petits entraînements, tu vois. Et, et ensuite, tu t'échauffes, tu commences à faire une série, 2 séries, ouais, c'est ça. et en fait, elle part. Mais c'est ça. Après, il y a aussi tiens, la raideur qu'il peut y avoir sur cette zone qui crée une tension et vu que tu bouges, bah, tu enlèves de la raideur, tu mobilises la zone et du coup, forcément, tu as moins mal. Ouais. Mais c'est la pire idée, évidemment, de suivre comment dire, les recommandations de ton médecin qui te dit de t'arrêter pendant 20 jours et ensuite d'aller faire un massage. Comment ils s'appellent ça tu sais, ils te font une ordonnance massage du sportif chez le kiné. Genre. Non, c'est OK, je viens de me faire mal. Bah, directement, je vais amener du mouvement dans la zone déjà pour faire comprendre à mon corps que non, je suis pas tétraplégique, pour amener du sang, etc. Enfin, directement agir sur la zone plutôt que laisser, entre guillemets, la zone c'est grossièrement dit, mais se contracter, quoi, genre, et du coup, ensuite se retrouver avec une zone qui est plus du tout malléable, une douleur qui s'est vraiment installée. Ouais, En ouais. plus, le manque de mouvement, forcément, il y a beaucoup moins d'afflux sanguin sur la zone, donc potentiellement, s'il y a besoin de cicatriser la zone, bah, c'est moins efficient. Enfin, donc le mouvement, quoi. Bah, quand tu suis Mais la plupart ouais. des kinés aujourd'hui, ils te disent de faire du mouvement, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est De à pas l'époque, il y s'arrêter. avait. Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était beaucoup enseignement, thérapie manuelle. Enfin, je te dis ça parce que il y a une kiné à la maison, donc je vois un petit peu ce qu'elle apprend, mais c'était beaucoup ce truc thérapie manuelle, etc., le massage, etc. Et en fait, aujourd'hui, de nos jours, on se rend compte que bah, les kinés deviennent beaucoup plus des coachs sportifs qu'autre chose, en fait, tu vois, parce que c'est ce qui marche le mieux, en fait. C'est le mouvement, tout simplement. Donc, ouais. Et toi, alors, du coup, raconte-nous ta première blessure et comment tu l'as vécue. Bah déjà, moi j'ai eu plein de douleurs quand j'ai débuté le powerlifting, comme tout le monde, et c'est ce que je dis souvent, c'est que en fait, quand tu commences une nouvelle pratique, ton corps met en place des adaptations et c'est normal que tu connaisses les douleurs au coude, les douleurs au genou, les douleurs au bas du dos. Et bien évidemment, c'est pas problématique tant que ça reste des douleurs. C'est juste le temps que ton corps s'adapte. C'est typiquement, je sais pas, aujourd'hui tu passes sur un troisième squat, bah tu vas avoir des petites tensions au niveau des épaules. Ces tensions-là, si elles sont bien managées, elles vont partir au bout d'un moment et au bout d'un moment, tu pourras tanker ton troisième squat. Donc les douleurs, je les ai toutes eues, entre guillemets, les névralgies, etc. Je les ai connues. Maintenant, la première et seule blessure que j'ai déjà eue, c'était, je me suis arraché au niveau de l'insertion fessier-ischio. Je me suis arraché lors d'un soulevé de terre. Donc pareil, moi c'était en compétition, c'était ma deuxième barre. Je venais de me qualifier aux France sur la première barre sur mon opener au deadlift. Donc je me suis dit, je vais mettre un PR en deuxième charge, je vais me faire kiffer. Sauf que j'avais pas pris en compte que j'avais fait un gros cut, donc j'avais perdu 4 kilos sur 4 semaines à peu près, et j'étais déshydraté. Enfin, je pense que j'avais un reste de la déshydratation de la veille, donc j'étais pas, on va dire, au niveau de mes tissus, j'étais pas en pleine forme, quoi. Et sur le décollage, je prends bien mon temps et je les fixe un petit peu au niveau de mes hanches et je sens l'insertion enfin, au niveau de l'insertion, j'entends un gros clac, mais je continue de tirer et je finis mon mouvement, trop content, PR. Par contre, je relâche la barre, je collapse un petit peu, tu vois, et ensuite en me relevant et en allant bah, derrière, je sens que ça me tire vachement quand même. Et là, je prends conscience qu'il s'est passé un truc, donc j'arrête tout de suite la compète. Je dis bon bah c'est bon, de toute façon j'ai pas qualifié, etc. Je m'arrête. Et bah au bout de 30 minutes, je commence à sentir la zone qui s'inflamme pour de vrai. Et genre je pouvais plus m'asseoir sur des chiottes, etc. Enfin, douleur insupportable. Donc, bah, j'ai su que ça allait être un peu compliqué pour les semaines qui allaient arriver. Donc, pareil que toi, hein, je pouvais plus marcher normalement, etc. Enfin, le truc basique, quoi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, directement, j'ai commencé à bouger. Donc, j'ai essayé de chercher un peu de flexion de hanche. J'ai tiré un petit peu la zone pour voir qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire. Et j'ai essayé tu sais, de faire ça à peu près toutes les 3 heures pour aller chercher de plus en plus d'amplitude, tu vois. Et ça marchait plutôt bien, mais il y avait vraiment une rupture quelque part, tu vois, enfin, un tissu vraiment abîmé, donc c'était pas en mode, bon, ça va se décontracter et je peux retourner lifter. Donc Ouais. moi, je me suis mis une grosse réhab en place. J'ai déjà analysé ce que je ne pouvais faire et pouvais plus faire. Donc, je pouvais plus squatter. Je pouvais deadlifter, mais avec un décollage très haut, donc bloc pull.
Je pouvais pas charger parce que c'était vraiment le décollage qui me faisait mal quand c'était lourd. Donc, je travaillais en léger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le squat par des mouvements type hip thrust assez lourds pour garder un mouvement, on va dire, assez nerveux. J'ai mis en place du block pull en sumo, sinon j'ai fait du tradi. Le tradi me faisait pas de douleur. Donc, je chargeais sur le tradi et je faisais beaucoup de répétitions sur le block pull. J'avais inventé un format, c'était un 4 time. Donc, en gros, pendant 1 minute, je faisais un maximum de reps à, je crois, que c'était 100 kilos deadlift en block pull. Et du coup, ça faisait grave chauffer la zone, ça faisait grave du bien, tu vois. Et à côté, du coup, j'avais mis en place à chaque fin d'entraînement un WOD avec des mouvements où justement j'allais stimuler la zone, tu vois. Et ça m'a fait grave du bien. Et donc, j'ai mis, je pense, 3-4 semaines à revenir entre guillemets pain-free. Et à la fin, il restait juste la tension au niveau de l'insertion qui restait. Et en fait, je me suis dit, cette tension, c'est, on va dire, le reste de. Enfin, c'est la cicatrice, tu vois. Genre, c'est le tissu qui est un petit peu. Je sais pas qu'on appelle ça, c'est des en gros, je sais pas, cristallisation, non? Je sais plus. Bref, en gros, quand ton tissu il vient de cicatriser, il y a tes cellules qui se collent un peu entre elles, tu vois. Et ça peut créer des Ouais, douleurs. ok. Et mais j'ai pas lâché l'affaire, tu vois. Je me suis fait confiance et justement, j'ai pas écouté mon corps quand lui disait ouais c'est dangereux, tu vas trop faire mal, etc. Bien sûr, sur les charges, quand je revenais sur des charges très lourdes, genre 2, 3, enfin x2, x3 RPE8, je commençais à flipper un petit peu, mais voilà. Et aujourd'hui, en fait, 2 ans plus tard, il me semble, euh, bah, j'ai des petits restes par moment, genre par exemple sur une fin de prépa, etc., je vais commencer à avoir des douleurs. Donc j'ai quand même, on va dire, un petit reste de cette blessure, mais elle s'est jamais réveillée et je me suis jamais reblessé sur ça, alors que Dieu sait que j'ai grave évolué et que j'ai grave pris en charge sur le deadlift notamment, tu vois. Donc c'était la seule blessure que j'ai eue, on va dire, dans ma carrière. Mais maintenant, voilà, je sais que je suis un profil qui va pas se blesser facilement et je manage vraiment bien mon stress. Genre, ça m'arrive jamais de retenter une barre que je viens de louper, tu sais, les trucs bêtes comme ça, tu vois. Parce que généralement, franchement, c'est rare de voir quelqu'un qui se blesse sur une prog qui est bien calibrée, sur un format qui est cohérent par rapport à ce qu'il peut faire. Généralement, les blessures, c'est sur des tentatives de 1 RM, c'est sur le mec qui veut trop s'envoyer à l'entraînement, qui s'autoprog et qui se met je sais pas combien de séries ultra lourdes, etc. Enfin, je le vois, je vois des gens en story, des fois, ils se blessent bêtement. Et quand tu regardais leur entraînement, genre quelques semaines auparavant, tu savais qu'il allait se blesser à un moment ou un autre, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, pour la petite histoire. Et est-ce que tu as, été diagnostiqué par un pro ou pas, ou tu as fait tout seul? Ouais, j'ai fait tout seul. Je savais que l'imagerie, ça allait juste me coûter du temps. Je savais très bien qu'il y avait, j'ai fait des tests au niveau du toucher, etc. Enfin, encore une fois, j'ai accès à du kiné, donc je le savais déjà, mais non, j'ai pas fait l'imagerie en elle-même enfin l'échographie plutôt pour voir s'il y avait des déchirures, mais je le savais. Donc, Ok. Et aujourd'hui, dans tes entraînements, est-ce que tu as des douleurs récurrentes et comment tu fais face? Euh, alors moi du coup les douleurs qui vont arriver par moment ça va être plus des douleurs type névralgie cervico-brachiale, donc typiquement des douleurs cervicales qui irradient dans les bras. Donc ça va généralement être quand je suis très raide au niveau des trapèzes supérieurs, etc. Genre ça va directement se retranscrire sur mon squat, mon low bar qui va me faire mal ou le bench. Donc, ce que je fais, c'est vraiment, je bosse au niveau de cette zone-là. Je m'échauffe spécifiquement autour de cette zone-là et ça se passe bien. Donc, voilà, douleur ici et au bras. Sinon, comme je t'ai dit, l'insertion des fois qui me refait un petit peu mal, mais ça, je manage bien. Donc, je fais pas mal de mouvements type hip thrust, kettlebell swing en échauffement, ça marche bien. Et attends, je réfléchis, mais non, sinon, j'ai jamais de douleur ailleurs. Et toi? Moi, j'ai mal au niveau des disques, au milieu du dos. Ouais. Souvent quand je fais après mon squat ou après mon terre. Et souvent, ça devient plus agressif, tu vois, après la marche. Bizarrement, tu vois, je marche et je sens vraiment cette douleur qui s'intensifie, tu vois, par moment. C'est peut-être la compression de la marche qui crée une douleur. Enfin, la compression, l'impact du pied qui. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Et mais ça me fait du bien bizarrement après, tu vois. J'ai ça de récurrent et c'est aussi un peu l'endroit où ça avait claqué, tu vois, Ouais, mais je pense qu'on a toujours des petits restes en vrai d'une petite douleur. mais
mais je m'y attarde pas trop, tu vois. Je me dis: «Oh bah, c'est comme ça», tu vois? Et j'ai aussi, au niveau de l'insertion, en fait, du biceps, sur l'épaule. Tendon du biceps? Ouais, Ouais. quand je fais beaucoup d'intensité et de volume sur le bench, surtout quand je monte l'intensité, Ouais, la base, quoi. et ben j'ai des petites douleurs, tendinopathiques qui arrivent. Et Ouais. du coup pour, c'était le plus gros frein à ma progression, en fait, sur le bench, d'arriver, en fait, à trouver un volume et une intensité qui me permettent de progresser, mais sans qu'en fait que ça me détruise au bout d'un moment, tu vois? Mais t'as essayé justement de bosser cette zone spécifiquement pour la rendre plus résiliente? Ouais, bah, du coup, maintenant, en fait, dans ma programmation, j'accorde un peu plus de travail sur la zone, du biceps. Tu mets quoi en place? Je mets en place des tractions, prise neutre, Peut-être, ouais. et aussi du travail en biceps, sur le curl pupitre, Ok. tu vois? Et En tu mets en place soumettant. des exercices entre guillemets delto antérieur, genre OHP, élévation latérale complète, des trucs comme ça? Non, j'ai un développé militaire, mais un bras, Ouais. Ok. donc ça OHP, ouais, C'est le patch en OHP, ouais. et face pull. Ouais, ok, pour le. Ok. Voilà, ouais, Ok. et ça me Euh, va bien. ok. Donc pour rebondir, là on a fait un peu le tour des douleurs du passé de nous, ce qu'on a mis en place. Mais globalement, si on devait faire un petit point, c'est genre quand tu as une douleur, en fait, si s'il y a bien une chose à mettre en place directement, déjà c'est te remettre en confiance très vite, te dire que euh, une douleur, c'est pas forcément une blessure. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, si tu es sur du 10 sur 10 de douleur, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas parce que la douleur, voilà, tu as un bon 6 sur 10, 7 sur 10 momentanément que c'est la fin du monde. Comme quoi, avec l'exemple de Romain, on voit qu'on peut très vite retourner au charbon. Ou alors, bien évidemment, il y a tout l'inverse, hein, la petite douleur qui se chronifie, je sais pas si on peut. Bref, en gros, qui devient chronique, quoi. Et qui est beaucoup plus chiante parce que pour le coup, tu es emmerdé tout le temps, quoi. Donc le but du jeu, c'est vite se remettre en confiance, vite consulter aussi. Ce que je dis souvent, c'est en fait, si tu as un bon kiné, bah, va vite le voir parce que au plus vite tu es pris en charge, au plus vite tu vas avoir des axes de travail. Parce qu'il y a plein de personnes qui, en fait, se font un autodiagnostic et en fait, bah, c'est pas du tout le bon. Et du coup, ils travaillent sur des choses qui vont juste leur faire perdre du temps. Typiquement, l'exemple que j'aime bien, c'est le mec qui va s'acharner sur des exercices type curl marteau, etc. pour ses bras. Enfin, genre, il a grave mal au coude, alors que la douleur est nerveuse et vient du coup des cervicales. Ouais, Bah, en fait, tu vas perdre ton temps à te défoncer à un endroit qui va te servir entre guillemets à rien. Donc, prenez rendez-vous chez votre kiné ou alors il y a plein de kinés en ligne qui sont très bons aujourd'hui, donc l'équipe de Relief Rehab, etc. Vous les appelez, ils vous font un bilan visio, donc pour savoir, bah, ils vous font passer des tests pour savoir qu'est-ce qui coince, et ensuite, bah, vous savez sur quoi bosser. Ou alors, si votre coach est plutôt bon pour ça, bah, vous lui donnez un maximum d'informations sur vos douleurs, etc. Moi, ce que j'aime bien demander, on prend un corps humain sur Google, tu sais, on me fait un point rouge là où la personne a réellement mal, pour savoir déjà où c'est exactement, etc. Enfin, essayez de donner un maximum d'informations, en tout cas, à votre coach. Et ensuite, comment dire, la seconde chose à mettre en place, du coup, ça va être le mouvement. Et faut vraiment pas procrastiner dessus. Il y en a plein, ils se blessent. Bon, bah, ils vont rien glander pendant 2 semaines parce que, entre guillemets, le fait d'être blessé, bah, ils voient plus d'intérêt à aller à la salle, etc. Et là, c'est la pire des choses parce que vous laissez en fait vos tissus, bah, justement, entre guillemets, euh, c'est une métaphore, mais se contracter, en fait, genre la zone devient bah, peu malléable, etc. Et c'est là où on crée bah, beaucoup plus de douleur, en fait, sur le long terme, quoi. Bien évidemment, c'est bien aussi de laisser la phase d'inflammation aiguë, entre guillemets, passer. Genre, typiquement, pendant un jour, tu laisses la zone tranquille, quoi. Mais au bout d'un moment, il faut vite revenir au boulot sur cette zone-là, quoi. Et ouais. ouais, dis-moi. Puis tu as toujours moyen, en fait, même si tu peux pas entraîner une zone, tu vois? Vraiment, si tu as une blessure de fou, tu as toujours moyen, en fait, de dépenser ton énergie pour travailler une autre zone, tu vois? Qui est un peu Bien en sûr. retard et que tu délaisses pendant tes entraînements, tu vois? Si tu es blessé au genou et que tu es en mode réhab, et bah, tu peux bourriner un peu plus les pecs et en profiter, tu vois? Pour rattraper ton retard pec ou ton retard, ouais, sur ton coucher. Tu vois? Tu as toujours, en fait, moyen
de te dépasser. Et c'est ça le truc que Maximilien veut dire, c'est ok, tu peux avoir des gènes, ok, tu peux être blessé, mais en fait, c'est pas une excuse pour rien branler, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et ça, je l'ai vu généralement. Tu le vois directement sur le mindset de l'athlète. C'est l'athlète qui, genre, s'est blessé, mais qui va quand même continuer à faire ses squats à 10% de son ARM parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Et il y a l'athlète qui va se blesser, qui va tout arrêter, qui va même plus aller faire son bench, etc. Enfin, je le vois directement, en fait, et tu sais directement si cette personne, de toute façon, elle va tenir dans le sport ou pas. Parce que tu le veuilles ou non, que tu fasses les choses de la meilleure manière ou pas, tu vas te blesser à un moment. Ça, c'est une réalité, en fait. Si tu t'entraînes je sais pas, de tes 20 ans jusqu'à tes 80 ans, crois-moi, tu vas te blesser. Donc, ce moment-là, en fait, il va arriver, et si tu sais pas gérer à ce moment-là, ou alors si ce moment-là devient un prétexte pour rien glander et arrêter, entre guillemets, de pratiquer, bah, c'est juste que tu n'aimes pas ce sport. Mais un mec qui se blesse, généralement, il a plus le seum de plus pouvoir s'entraîner correctement plutôt que genre d'être blessé enfin, en soi. Genre, c'est vraiment le fait Eh de oui. plus pratiquer correctement qui l'énerve. Mec, si tu veux pas te blesser, fais pas de sport. Et Bah, encore. c'est ça, c'est ça. Genre, non, on fait pas de sport à haut niveau. Et même, le sport loisir, des fois, tout truc tout bête, mais t'es au playground avec tes potes, il y en a un, il te fait un tacle de la mort, tu finis avec les ligaments croisés, tu vois, ça arrive à tout le monde. Mais faut se dire, le powerlifting, c'est un sport, quand tu le pratiques bien, qui est super stable. Tu travailles toujours dans les mêmes axes, dans les mêmes amplitudes. C'est un sport de répétition, c'est un sport de robot. Donc, en fait, tu as très peu de chances de te blesser si tu fais les choses bien. Mais il y a toujours ce facteur X qui fait que, bah, à un moment ou à un autre, ça va arriver. Et c'est là où on voit, en fait, ton niveau d'implication dans ce sport. Parce que c'est dans les moments durs où, justement, on construit les hommes forts, je pense. Donc, Ouais, c'est là où tu vas construire toute ta résilience. c'est aussi un moment où la vie te teste, tu vois. Est-ce que tu vas lâcher? Ou est-ce que tu vas avancer? Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, À toi de choisir. ouais, c'est ça, à toi de choisir. Mais ok, on a fait un petit tour pour les douleurs. Donc, j'aimerais Ouais. bien qu'on parte sur un autre sujet. Attends, je reviens juste sur mon petit truc. J'aimerais bien qu'on parle des post-compétition parce que, enfin, post-compétition, post-fin de cycle. En gros, quand tu viens de tester tes 1RM ou que tu as fait un gros truc. Parce que moi, c'est un truc qui me parle beaucoup en ce moment, enfin, qui m'a parlé pendant une semaine et demie. Bah, je, Bah, je attends, remets, je remets dans le contexte déjà, si tu veux. je vais te poser la question. Parce que, Vas-y, vas-y. Ok, le mec a préparé et tout. bah oui, parce que là, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, Monsieur Maximilien a passé la barre des 300 kilos au terre. Déjà, À défaut, félicitations, mon chef. à défaut d'être nul au squat, on se débrouille plutôt pas mal au terre. Ouais. Merci, mon Ouais. gars. Bravo, bravo. Déjà, en fait, je pense que c'est à propos de ça que tu voulais parler. De Bah, ton ouais, temps de c'est bloc. la grosse phase de down que j'ai après, ouais. Ouais. Bah déjà, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps, en fait, tu avais cet objectif? Et qu'est-ce que ça t'a fait, Depuis que je suis né, les gars. qu'est-ce que ça t'a fait de l'atteindre? Et comment tu te sens après avoir atteint, en fait, ton objectif? Bah, du coup, depuis que j'ai commencé la force, c'était vraiment la barre mythique. Moi, je voyais les vidéos des gens qui tiraient sur 300, je me disais, c'est sûr, il est chargé. Donc, comment dire, je me mettais déjà des bâtons dans les roues inconsciemment en me disant que j'allais jamais pouvoir l'atteindre. Et en fait, le jour où j'ai atteint bah, déjà mes premiers 200 kilos, je me suis dit, bon, ok, l'objectif, il est plus proche que quand j'ai débuté déjà. Donc, bah, j'ai eu des grosses phases justement du coup de blessure où en fait, tu vois ton objectif bah, partir. J'ai eu une grosse opération au niveau du coccyx qui m'a empêché de lifter squat et deadlift pendant 6 mois. Donc, en gros, c'est une opération où j'avais une grosse plaie ouverte et du coup, bah, en fait, tu peux pas lifter, quoi. Donc, bench only, bench only. J'ai pris 10 kilos sur mon bench, donc ça, c'était cool. Mais tu vois les 300 qui s'éloignent encore plus alors que j'étais à 260. Donc, il restait 40 kilos, quoi. C'était super proche. Du coup, après ce post-opératoire, je suis sorti et j'ai bah, du coup recommencé plus bas. Donc, j'avais un RM à 2,40, donc je suis remonté difficilement à 2,60. J'ai galéré de ouf. Et bah, là, tout s'est accéléré bah, dans les derniers mois. Là, le fait de monter de catégorie, d'arrêter de me restreindre en poids de corps, etc. Bah, en fait, forcément, mon corps s'est libéré et j'ai réussi à atteindre cette charge parce que c'était le bon moment, c'était le bon entraînement, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti bah, vraiment de la fierté et ce sentiment d'accomplissement en mode vraiment instantanément, c'est ça que j'ai ressenti. Mais après, une heure après, tu es là, bon, ok, la suite, tu vois, genre, c'est pas assez. T'as ce truc en mode ouais, 300, c'est pas assez, tu vois. Alors qu'en soi, si tu regardes 300, c'est pas une barre que tout le monde passe, mais
là, je suis plus du tout dans cette optique comment dire, de me reposer sur les 300. Genre maintenant, je vais 400. Non, je vais aller plus haut que ça, mais voilà. Et du coup, le sujet dont on parle là, c'est le fait d'avoir cette redescente, parce qu'après une grosse montée, tu as forcément une grosse redescente. Moi, du coup, ces derniers temps, sur mon côté perso, j'ai beaucoup bossé, enfin, perso pro, j'ai beaucoup bossé, donc beaucoup de fatigue qui s'accumulait. Et à côté, du coup, j'avais un bloc qui était très énergivore. J'encaissais beaucoup de volume, beaucoup de stress, mais c'était l'objectif. Et vu que j'étais avec cet objectif de fin de bloc qui arrivait, je tenais bon et je coupais vraiment les signaux en mode de mon corps qui me disait oui, vas-y, arrête-toi, skip cette séance, etc. Genre, j'écoutais pas, j'étais vraiment tête dans le guidon et professionnellement, sportivement, etc., j'essaie de donner un maximum. Et en fait, bah, quand tu arrives à cette séance-là, que tu la termines, que tu as atteint tes objectifs, bah, en fait, que tu le veuilles ou non, il y a une sorte de burn-out qui se crée. C'est en mode, OK, là, tu peux relâcher la pression parce que de toute façon, il n'y a plus rien qui t'oblige enfin, à la conserver, quoi, à la manager. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un sentiment de OK, je veux plus m'entraîner, genre j'ai vraiment plus aucune envie de m'entraîner. Et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps parce que je suis pas quelqu'un qui saute ses entraînements quand il a pas envie de s'entraîner. Donc c'était très dur parce que bah, j'avais plus d'objectifs en tête. J'avais du coup en plus les France qui arrivent, donc pendant une semaine, ça va être très compliqué de s'entraîner. Donc j'avais pas aussi une bonne optique de OK, quel cycle je mets en place parce que forcément, tu n'arrives pas à te projeter s'il y a une semaine où tu vas pas pouvoir t'entraîner correctement. En plus de ça, j'avais toute la fatigue du taf qui redescendait, etc. Donc, j'ai un peu burn-out pendant une semaine et je me suis entraîné, je me suis mis un coup de pied dans le cul, je me suis quand même entraîné 2 ou 3 fois, mais j'ai skip une séance et ça m'a grave culpabilisé d'ailleurs parce que ça fait très longtemps que j'avais pas skip de séance. Mais je pense que c'était pour le bien, enfin pour mon bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé, j'ai réfléchi et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour relancer une dynamique déjà dans mon entraînement, dans mon cycle, mais aussi dans moi, ma vision du sport, etc. Donc déjà, ça passait par le fait de se couper un petit peu de ça pendant 3 4 jours. Et après, j'ai construit un cycle qui est vraiment très ludique. Beaucoup de répétitions, très léger, beaucoup moins de nerveux. Et un truc aussi que je peux visualiser dans le temps, donc des formats qui vont évoluer vers du plus spécifique, etc. Et ça m'a bien motivé de me dire, bon, bah, je vais à la séance. Et sur cette séance, je vais pas souffrir. Sur cette séance, je vais faire un taf qui est plutôt technique. Aussi, il y a eu le fait de changer de genouillère là avec l'interdiction des genouillères rigides, ça m'a un peu stimulé, ça m'a donné un peu un challenge à l'entraînement de tester une nouvelle chose, enfin des trucs tout bêtes comme ça. Je me suis mis des petites variations aussi que j'avais pas l'habitude de faire pour changer un petit peu mon entraînement et là du coup depuis une semaine c'est bon, je suis de nouveau dans une grosse dynamique donc je sais pas si j'ai répondu à ta question mais on est plutôt pas Si, mal. ouais. Et tu t'es donné des nouveaux objectifs? Pas concrètement, j'ai pas encore réfléchi parce que, comme je t'ai dit, vu qu'il y a les France qui arrivent, pour l'instant, je suis focalisé sur ça, sur le fait de me dire, OK, c'est mes athlètes qui vont perf, moi, c'est bon, j'ai perf, j'ai fait mon taf, je peux me reposer un petit peu. Mais bah, les prochains objectifs, ça va être les qualifs France Open en 2026, du coup. Donc, j'aimerais bien faire une compétition d'ici fin d'année, début d'année, ouais, plus début d'année prochaine, je pense, le temps de laisser aussi bah, mon corps optimisé pour de vrais saccatés. Donc France Open, ça serait un bel objectif parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, aller aux France avec les minima actuels, c'est plus donné à tout le monde. Donc ça serait une belle consécration. Et en termes de barre, bah, revenir à mon meilleur niveau au squat parce que du coup, la transition SBD fait mal. Au bench, continuer d'évoluer tranquillement mais sûrement. Et au deadlift, bah, déjà, repasser un jour les 300 parce que j'ai conscience que passer les 300, c'est une question de momentum. Et ce momentum-là, bah, faut que tu le construises à chaque fois. C'est comme Jamal Bronner, il passe pas à 500 kilos quand il veut. Il est obligé de faire des cycles ultra spécifiques qui vont l'amener vers cet état de forme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a jamais refait de vidéo avec 500 kilos depuis 2-3 ans. Là, c'est que tu peux pas avoir ce genre de barre tout le temps. Donc, bah, conserver les 300, les banaliser un jour et aller peut-être chercher un jour le record de France qui va sûrement se faire exploser d'année en année. Ouais, c'est top. Mais voilà, du coup, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ce truc de post-comp, post-mock meet, post-fin de bloc, tu sais, une redescente? Ou alors t'es le genre de personne qui a encore plus envie d'aller au charbon? Bah, en fait, ça arrive à tout le monde, en fait, peu importe compétition ou pas.
tu peux avoir en fait des moments où en fait tu as cette voix dans ta tête qui te dit oh là, t'es fatigué aujourd'hui, oh, flemme d'aller à l'entraînement, tu peux repousser à demain. Ou tu vois, tu es à l'entraînement, tu vas faire ton squat ou tu vois, tu as des assistances et tu fais Ouais. oh, franchement là, tu as déjà assez donné. Bon, tu peux skipper un peu tes assistances là aujourd'hui, tu es fatigué, machin. Et le truc, c'est d'arriver à aller va chier en fait cette voix. Ouais. Va chier et de se dire putain, mais euh, arrête. Et en fait, arriver à intégrer ton autre voix qui te dit en fait tu peux le faire, tu vois. Vas-y, va te confronter à ça. C'est le petit ange et le petit démon là. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu prends vraiment en fait confiance en toi et tu grandis en fait quand tu vas affronter en fait cette voix qui te dit de pas y aller. Et ça, en fait, le post-compétition, le fait que tu redescendes en fait tout ce que tu as pu accumuler en termes de fatigue, et ton cerveau en fait il te donne l'occasion, tu vois, d'aller vers cette voie-là, vers cette voie qui te dit oh bah là chill, tu peux redescendre, chill. Oh bah si oh t'es pas motivé aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, au lieu de faire du développé couché, tu vas faire du couché halter, Du coup, chez Alter. tu verras, c'est plus marrant. En plus, Ça me fait de rien parce que c'est vraiment ce que j'ai fait la dernière fois. ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. C'est marrant. Et puis, le squat, en vrai, c'est un peu dur, le squat. Je pense qu'on va mettre de la presse, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est un peu plus simple. Et puis, comme ça pourra te redonner de la motivation. Alors, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que par moment, c'est pas une bonne chose d'écouter cette voix, justement? Genre le truc de bon, est-ce que faudrait pas que tu souffles un petit peu, tu vois? Non, mec. Bah, tu vois, je suis pas du même avis que toi. En fait, Moi, j'ai des fois, j'ai envie de dire à mes athlètes, c'est quoi? Va au soleil pendant une semaine, je veux pas t'entendre, je veux pas avoir tes retours, je veux pas te voir t'entraîner. Je pense que tu as besoin de te poser, tu vois. en fait, Parce qu'en fait, des fois, vaut mieux écouter cette voix plutôt que burn out pour de vrai un jour et, tu sais, tout plaquer du jour au lendemain, genre. en fait, ça dépend qui tu veux être. Mais oui et non, tu vois, c'est ce principe de semaine d'intro. La semaine d'intro, elle est moins intense que les autres semaines et entre guillemets, tu te fais un peu, pas régresser, mais tu te désentraînes un petit peu pour recréer de la dynamique. Est-ce que ça fait pas un peu partie aussi du cycle de la force, de par moment, en fait, ok, je souffle un coup, tu vois. C'est comme le travail. Tu peux Oui, pas être tout le temps ok. à 100%. Il y a des jours où tu es un petit peu plus relâché, tu vois. Et ça ne fait pas pour autant de toi quelqu'un de t'es pas un bon à rien, tu vois ce que je veux dire, même si on a envie de se dire ça. Ouais, mais on revient en fait à la motivation, tu vois. De se dire, ok, Ouais, mais la motivation, c'est une invention des francs-maçons, hein. ouais, mais je veux dire, tu vois, genre, je te mets du développé couché halter, je te mets des petits exercices sympas pour relancer un peu ta motivation, ou tu prends 2-3 jours off. Mais en fait, ok, tu vois. Mais l'idée, c'est aussi, en fait, si ton objectif, tu vois, c'est d'être champion de France, Ah, bien en sûr. fait, en fait, c'est pas de la motivation dont tu as besoin, tu vois. C'est de te bouger le cul. Oui, Et, et même. et tu vois, en fait, tu peux arriver à des moments où en fait, tu auras toujours ça dans ta vie. Le fait de se dire, je suis fatigué, tu auras toujours cette voix, en fait, qui va te pousser. Donc, ok, parfois, en fait, tu peux l'écouter et ça peut, en fait, te permettre de dire, ah putain, je l'ai trop écouté, cette voix, maintenant, il faut que Ah, je me remette au justement, travail, tu vois. ce que je pourrais dire pour nuancer, c'est n'écoute pas ta voix, mais écoute ton coach. Et par moment, c'est le rôle du coach de te faire régresser, enfin redescendre, plutôt, c'est peut-être le mot adapté, pour créer de la dynamique. C'est comme moi actuellement, il y a Vava qui fait que pleurer sur ses retours parce que c'est trop léger, mais elle sort de 2 compétitions d'un coup, etc. Tu vois. Et justement, c'est le rôle du coach de faire en sorte que ton athlète ne va pas burn out. Parce qu'il y a des athlètes très résilients qui vont aller très loin dans l'effort et qui vont jamais se plaindre. Et du coup, tu vas jamais redescendre, mais un jour, ça va crash. Et bien sûr, il y a la chouineuse qui fait que pleurer, etc. Mais il faut savoir le déceler. Je suis bien d'accord avec toi. Mais Oui, c'est bien aussi sûr. le rôle du coach, du coup, de cadrer ce relâchement. Exactement. Ouais.
C'est au rôle du coach de se dire, écoute, là, tu peux en faire plus, ou écoute, là, à ce moment-là, t'as le droit, en fait, de relâcher un petit peu la pédale pendant une semaine pour repartir plus fort. Ouais. Mais tu vois, nous, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est te donner la meilleure programmation possible pour pouvoir relancer ta dynamique. Oui, si tu veux, on peut te mettre des petits accessoires, on peut te Bien changer sûr. tes accessoires, de mettre des trucs un peu plus fun, tu vois, pour relancer cette petite motivation. Et on peut aussi te donner les cues que tu dois mettre en place pour réaliser tes lifts avec la meilleure technique. Mais après, le reste, tu vois, c'est à toi de te bouger le Mm. cul. Ce que C'est je à dis toi de faire souvent, le c'est taf, tu vois. ce que je dis souvent, c'est que le powerlifting, enfin le sport, c'est formateur parce qu'en fait, ça s'intègre à tous les éléments de ta vie, tu vois. Genre typiquement, si tu as la flemme d'aller à la salle et que tu vas pas, bah tu auras la flemme de lancer le projet professionnel que tu as envie de faire. Quand tu auras la flemme, tu auras la flemme de demander ta meuf en mariage parce que ça demande des concessions. En fait, tu auras la flemme de tout, tu vois. C'est pour ça qu'il faut savoir intégrer ce côté très résilient dans sa pratique. Donc, aller à l'entraînement quand on a un petit peu moins envie, faire les séances qui sont un peu moins fun et globalement, en fait, trust the process parce que c'est ce qui va s'appliquer dans la vie de tous les jours et ça fera de toi, du coup, un bon chef d'entreprise ou alors un bon salarié, un bon père de famille ou alors un bon petit copain et un bon sportif. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est d'être résilient dans le sport pour amener de la résilience dans sa vie de tous les jours parce que la vie est dure et c'est une réalité et c'est la même chose pour tout le monde en fait. Et là, justement, la vie devient plus facile pour les gens qui ont compris ça. Pas, pas forcément plus facile, Bah si, quand tu as mais, compris que la vie c'était quelque chose, enfin je sais pas, mais il y a un mais moment, au moi moins tu te regardes dans la glace, tu vois. ouais, non mais c'est ça, mais moi genre j'ai envie de te dire, si je m'étais arrêté à toutes les difficultés que j'ai connues dans ma vie, mais je sais pas où je serais, mais ouais, peut-être que je me serais enfermé en autarcie dans une forêt et je vivrais dans une cabane en bois, tu vois, genre parce que la vie est trop dure. Mais en fait, il y a un moment, enfin, je sais pas, genre fais face, quoi. Fais face, c'est typiquement. Oh mince, moi, tu sais, mon chauffe-eau qui vient de péter il y a 2 jours. Oh, j'ai la flemme de faire les devis, etc. Allez, je laisse l'eau couler. Tu sais. Je me noie dans mon appartement, je fais une piscine. Non, mais il y a un moment, faut. C'est la même chose avec le sport, c'est prends-toi en main, enfin, grandis. Grandis et accepte que si tu veux des résultats, bah, pour avoir des résultats, il faut faire des concessions. Euh, genre Rome ne s'est pas fait en un jour. Personne n'est devenu millionnaire du jour au lendemain. Personne n'est devenu champion de France, mis à part à l'époque où on était 5 licenciés. Enfin, t'auras rien sans rien, c'est une réalité. Et puis ça fait un peu phrase de développement personnel à la con, mais c'est une réalité. Enfin, faut Ouais, savoir se bouger, quoi. et puis t'es pas le seul à vouloir être champion de France. Parce Mais qu'en tout le fait, monde, c'est ça, c'est mec, ça. t'as d'autres gars qui sont là et qui, eux, en fait, se posent pas la question de s'ils ont envie de s'entraîner ou pas, tu vois. Ils y vont. Et ça me fume parce que c'est ce que je disais dans un de mes posts, c'est pas parce que tu fais les choses qu'on te doit tout. C'est pas parce que tu te fais violence que tu dois forcément avoir des résultats. En fait, des fois, la vie, elle est injuste et tu auras beau faire ce que tu veux, bah, momentanément, tu n'auras pas de résultats. Tu sais, le mec qui lance sa startup, il a une idée de malade, mais ça prend pas. Pourtant, il a bossé des nuits et des nuits sur sa startup. Comment dire, il a investi énormément d'argent, etc. Mais il n'a pas les résultats. Alors oui, c'est injuste. Il a mis en place des choses, il s'est sorti les doigts, mais il n'a pas les résultats. Bah, ça peut être pareil pour toi. Ça, tu peux te donner à l'entraînement, mais bah, ça ira pas aussi vite que tu le veux. Et il y a des gens qui vont moins s'investir que toi, ils auront plus de résultats. Ça s'appelle le sport, en fait. Ça s'appelle Cristiano Ronaldo qui a eu sa place et pas je sais pas, Lucas Jean-Eudes qui s'est entraîné aussi dur que Cristiano Ronaldo, mais qui joue en D1, tu vois. Genre, Ouais, et puis t'as fait en fait tous tes squats, t'as pas loupé aucun squat, t'as fait tous tes volumes, toutes tes reps, et au final, tu rates ton ton top 7, RM. ouais. Tu Ouais, rates c'est ton ça. top 7 en fin de bloc. Et bah c'est cool. Ouais, enfin, C'est l'alcool, c'est cool aussi, tu vois, mais. c'est cool. Non, c'est cool parce qu'en fait, ça va te permettre d'évoluer. Et, et en fait, l'échec, Ou pas, ou pas. Parce que. l'échec, Non, c'est mais parce cool que. aussi, tu vois. Ça te permet d'apprendre, de se dire, ah ok, qu'est-ce qui a merdé, comment je peux faire mieux, et ça te donne aussi la rage, tu vois, la rage d'avancer. C'est pour ça, en fait, aussi, que je dis aux gars d'aller le plus vite possible en compétition. C'est parce que il faut se confronter aussi à l'échec, le fait de voir des mecs plus forts que soi. Ouais. Et en fait, ça te met aussi dans un mood en mode,
Ah putain, moi aussi, j'aimerais bien être sur le podium, tu vois. Être Après, premier. il y a un biais parce que toi, tu as cette vision-là, entre guillemets, antifragile. Genre, t'es ce gars qui, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens, en fait, c'est l'inverse. Et malheureusement, dans ces sociétés, c'est méga ancré, tu vois. Typiquement, j'ai fait un post hier sur ce qui est chiant à la salle. Il y a eu des gens qui ont un peu ragé dans les commentaires en mode ouais, les gens qui sont dérangés par le fait qu'il y a quelqu'un qui passe devant eux au squat, vous êtes des fragiles. En vrai, je suis un peu d'accord. Genre, c'est typiquement ce genre de personne qui va chouiner parce qu'il a loupé son top 7 parce que quelqu'un est passé devant lui, tu vois. Mais toi, tu te bases sur ta vision de mec, ouais, encore une fois, antifragile, genre je fais les choses, mais il y a plein de gens qui sont pas comme toi. Et du coup, l'échec va être trop douloureux pour eux, et ça va mener à quoi? Ça va mener à, je sais pas, je change de sport, je me mets au karaté, tu vois. Ouais, mais c'est. Donc l'échec bien, comment dire, intégré, euh, c'est euh, une, comment dire, c'est une chose qui va te faire avancer dans la vie. Maintenant, l'échec peut être très douloureux et il y a des gens qui se remettent jamais d'un échec. C'est comme le deuil. Tu vois, il y a des gens qui se remettent du deuil de quelqu'un, enfin de la mort de quelqu'un. Les gens, bah, ça va sauter du pont. Tu vois, genre, Ouais. c'est Après, chaque humain, ils feront du karaté et ils feront un combat et ils perdront. ils perdront et ensuite ils se mettront à la Contre une pause. trottinette et ils se prendront Ouais. le deck de la trottinette et Et peut-être qu'à un moment, ils vont se rendre compte en fait qu'ils aimaient bien la force et qu'il faut se bouger le cul, quoi. ouais, mais après, comment dire, c'est aussi notre rôle, tu vois, d'éduquer, entre guillemets, nos athlètes et de leur parler franchement, bien évidemment, sans faire le discours à la Major Gérald, tu vois, mais Bien sûr, euh, après, t'as des moyens de parler, enfin, des façons de parler à chacun. non, non, moi, je l'insulte tout son arbre généalogique et c'est réglé. Tu sais que tu as des mecs avec qui tu peux être un peu plus direct et d'autres non, tu vois. Bien Mais évidemment. c'est ça aussi notre rôle de pouvoir adapter notre discours. Mais dans l'idée globale, c'est en gros de passer outre, tu vois, cette voix qui te dit constamment d'abandonner, constamment de ah, tu peux te reposer, pour en fait sortir le meilleur de vous-même, quoi. Parce que en fait, vous êtes capable de beaucoup plus. Et si tu vas pas, en fait, si tu écoutes toujours cette voix qui te dit de faire moins, eh ben tu le seras jamais. Et est-ce que tu as envie, en fait, de mourir et de pas avoir pu exploiter tout ton potentiel, tu vois? C'est Clairement. ça le truc. Des fois, j'ai envie de dire aux gens, chef, imagine que tu as genre 80 ans et que tu repenses à l'âge où tu avais, on va dire, la capacité de bouger, de soulever des charges, etc. Genre, imagine ce que tu vas te dire à 80 ans quand tu te dis, ah putain, l'époque où j'étais jeune, tu sais, un peu comme les vieux qui radotent là. Mais ouais, Bah, fais en sorte d'être cette personne qui a 80 ans, en fait, est fière et dit à ses petits-enfants, bah moi, à votre époque, j'ai soulevé 300 kilos. Ouais. Ça, c'est et, stylé, tu vois. et tu sais ce que ça me fait penser? Ça me fait penser aux mecs, tu sais, qui voient Ronnie Coleman sous une chaise roulante et qui disent: «Oh le pauvre, regarde ce que ça lui a fait, Ouais, ok. ah tu vois, moi j'aurais jamais fait ça à sa place et tout», et quand tu lui poses la question, tu vois? Lui ce qui te répond, c'est: «Putain, j'aurais pu faire 2 reps de plus au squat, sur les 380, tu vois, je m'en veux de ça». Ou les je sais plus combien, tu vois? Mais c'est ça, le mec, en fait, il s'est flingué les hanches pour atteindre son objectif. Et je pense qu'il a quelques regrets à la con, mais au final, quand il regarde sa carrière, je pense que il les mérite, tu vois, ses prothèses de hanches. Bah ouais, tu vois? C'est ça le truc aussi, c'est bon après je dis pas qu'il faut être comme Ronnie Coleman à 80 Eh, les ans. gars, si vous n'êtes pas flingués à 70 ans, c'est que vous n'avez pas assez fait de power. Alors qu'en vrai, notre sport, il permet de bien vieillir. Tu Ouais. vois les mecs, Bon, après, sport à haut niveau, je suis pas d'accord, mais sport, on va dire, pour 80% des lifters qui s'entraînent chill, tu vois, oui, je suis d'accord. ouais. Après, faut être aussi en raccord avec ses objectifs, tu vois? Est-ce que tu as des objectifs, est-ce que tu veux t'entraîner chill ou est-ce que tu veux être champion de France, champion du Ouais, monde, tu vois? c'est ça. C'est le mec qui accepte pas qu'il ait un straight set, genre un 5x5, un truc un peu chiant comme ça, il veut être champion de France. Bah, je sais pas, genre. Enfin, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, est-ce que tu as déjà vu un chef d'entreprise compter ses heures? Est-ce que tu as déjà vu, ouais, encore une fois, Cristiano Ronaldo ne pas s'entraîner un peu en avance et finir en retard son entraînement? Enfin, c'est chaque champion, en fait. Alors bien évidemment, on est dans un sport où c'est ultra jeune, donc il y a plein de glandeurs qui arrivent au top niveau, mais d'ici 5, 10 années, enfin 10 ans,
Ça sera plus le cas. D'ici 5-10 ans, en fait, tous les champions seront des réels champions, des réels athlètes, en fait. Ouais. Et puis même sur la motivation, tu vois, en fait, quand tu veux être bon dans quelque chose, tu dois le faire encore, encore et encore. Et en fait, ça fait chier, tu vois. C'est chiant. C'est chiant de faire ça, mais en fait, c'est la réalité. Et tu vois, les meilleurs athlètes de ce monde, là, tu parles de Cristiano Ronaldo, en fait, les mecs que tu admires, en fait, eux, ils s'entraînent tous les jours et ils font des shoots, tu vois, où ils font des dribbles. Et en fait, quand ça fait 1 million de fois que tu fais ça, bah, en fait, est-ce que tu crois que c'est marrant, tu vois? Ouais. Et C'est pas marrant, tu vois? super intéressant le truc avec les shoots et les dribbles. Ce que je disais lors du webinaire, c'est que si tu vas à l'entraînement et que ce que tu es censé mettre en place, ce que tu es censé intégrer, tu n'arrives pas à le faire et que tu sors de l'entraînement sans savoir le faire, ben c'est que tu t'es pas entraîné en fait. Moi, j'aime pas. Moi, je sors des sports co. J'ai fait 10 ans de foot, je sais ce que c'est un entraînement. Quand tu sors de l'entraînement, tu dois avoir, tu vois, genre, t'as cassé les lignes, je sais pas, un contrôle, un type de contrôle, une enroulée, un extérieur, je sais pas quoi. Genre, moi, je sortais pas de l'entraînement tant que j'avais pas, genre, réussi ce que je voulais faire. Ouais. Typiquement, un skill, c'est un truc comme ça, tu vois. Il y en a trop au power, ils font leur truc, ils cochent leur 4 séries de merde et ils rentrent chez eux. Non, en fait, ce que je veux que tu fasses, c'est que sur ta montée de gamme, bien évidemment, manager, on fait pas 100 séries non plus, mais genre, travaille ta technique, travaille tes skills, fais en sorte de sortir en entraînement, grandis en fait. Et ça, c'est un truc que les gens oublient, c'est que le powerlifting, c'est comme un sport co, c'est comme tous les autres sports. Il y a un entraînement technique à amener et des fois, ça demande le fait de genre pousser ta séance en fait. Encore une fois, refais pas 1000 fois ton top 7, fais les choses intelligemment, mais sur ta montée de gamme, bah, fais plus de répétitions pour intégrer ce que je t'ai demandé d'intégrer sur ton dernier retour technique. Enfin, c'est les choses qui me paraissent logiques en fait. C'est si tu veux atteindre le top niveau, fais-en plus intelligemment. Et Ouais, ça passe par ça en fait. et c'est là où doit aller ton énergie. Comme on disait, tu vois, avec les exercices d'assistance, on peut les changer, tu vois, au lieu de, tu vois, on peut rajouter à l'entraînement, on peut faire quelques petits jongles, tu vois, mais la base, ça doit être les shoots, tu vois. Ouais, c'est ça. Et même si, bon, faire des jongles dans l'entraînement, tu vois, c'est fun et ça peut te donner envie d'y aller, ton focus, il doit être sur les shoots. Ouais, c'est ça, mais après, il faut aussi prendre en compte que si tu arrives à atteindre ton objectif de jongle, ça veut dire que tu auras une proprio bien plus décuplée, tu auras un meilleur amorti, bref, le contrôle de la balle, etc. C'est pareil en power, c'est si tu réalises tes assistances avec l'objectif de, je sais pas, atteindre tel poids sur l'assistance, tel nombre de reps, etc., forcément, il y aura toujours un transfert. Mais les gens qui vont à l'entraînement de façon passive, sans chercher l'amélioration de séance en séance, l'amélioration minime, hein, je te demande pas de rajouter 2 PPS sur ton assistance, genre c'est vraiment minime, genre une rep en plus ou je sais pas quoi, bah c'est toujours ça de prix en fait. Faut arrêter d'être passif et il faut aller à l'entraînement en se challengeant, en se disant, je vais faire quoi? Je vais m'entraîner. Et qu'est-ce que ça veut dire m'entraîner? C'est faire en sorte de devenir meilleur en fait, tout simplement. Ouais, et puis là, je rebondis, tu vois, mais tu sais, j'ai posé une question en story hier sur qu'est-ce qui te démotivait à l'entraînement et tout. Et j'ai reçu une réponse de Nico, Esso Nico, qui m'a répondu, ouais, les entraînements où il y a pas d'enjeu, tu vois. Mais c'est pour Et, ça qu'il n'a pas compris encore le sens de sa pratique, Nico. et c'est qu'en fait, tous les entraînements, tu peux trouver un enjeu, tu vois. Et c'est ça. Même si pour toi, en fait, l'enjeu, c'est de faire un max, tu vois, un single. En fait, non, l'enjeu, tu peux le trouver sur le fait d'améliorer ta technique, d'améliorer, je sais pas, de faire ta séance plus rapidement, d'être plus efficace, et même sur tes assistances aussi, tu vois, Oui, PR sur tes assistances, bien sûr. sur tout, quoi. Et ça s'appelle de la maturité. Et en fait, il y en a qui ne l'ont pas encore, malheureusement. Et il y en a pour qui ça vient plus vite que pour d'autres. C'est aussi là où on voit le passé sportif de la personne, tu vois. Mais si tu veux l'exemple de Nico, j'ai été obligé de lui faire des blocs que j'ai appelés des blocs overshoot, où je lui mettais un single RP9 toutes les semaines sur les 3 mouvements. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est clairement de la merde. Je lui ai dit, c'est clairement de la merde ce que je viens de te faire faire. Mais en fait, le mec était impliqué dans ses séances et ça lui permet de progresser, tu vois. Et puis bon, il a pas des charges incroyables, donc il n'avait pas de risque de se faire mal, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par moment, en fait, il y a des choses, faut juste prendre conscience des choses, de pourquoi je fais ça, pourquoi je vais à l'entraînement pour telle ou telle séance. Et en fait, quand ça prend pas sens, bah faut trouver des adaptations. Et des fois, ces adaptations qui sont connes,
vu qu'elles ont un sens pour l'athlète, elles amènent du résultat, tu vois. Donc, bien Ouais. évidemment, il ne faut pas que tu enfermes ton athlète dans ta méta. Genre, si tu entraînes, j'ai un exemple, hein, mais j'ai un de mes potes, il était coaché à l'époque par quelqu'un qui programmait très, très submax. Il se faisait super chier à l'entraînement, il n'était jamais stimulé, etc. Et il progressait pas, tu vois. Et bah, j'aime bien le submax. Je trouve que c'est une bonne méta, mais forcément, si tu enfermes la personne et qu'elle répond pas dans cette méta-là, bah, en fait, tu brides aussi sa progression. Donc, faut savoir, en fait, faire intégrer à la personne pourquoi tu dois mettre de l'intention dans toutes tes séances. Et si ça fonctionne pas parce que la personne n'y voit pas de sens, bah, s'adapter à cette personne-là, tu vois. Principe de Ouais. l'individualisation. Et puis tu peux même faire un entraînement submax, mais mettre des formats un peu stimulants, tu vois, comme l'AMRAP. Ouais, Ou, mais AMRAP, généralement, tu vas pas, tu restes pas max, tu vois. Enfin, à part si tu fais des AMRAP comme moi à la con hier où tu vas chercher 16 reps, tu vois, mais Oui, mais tu vois, rester en fait dans une vision globale submax et en fait par moment en fait rajouter des petits je suis trucs, d'accord avec toi. des petits piquants, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais l'athlète débutant ou léger intermédiaire, il a pas cette vision-là. Il a cette vision, ok, là, je dois envoyer à chaque séance et tout. Enfin, Ouais. en fait, moi, je dis, je sais pas si c'est pour moi, hein, mais quand tu atteins un niveau un peu plus poussé, généralement, tu kiffes tes jours de repos et tes jours submax, tu vois. Moi, perso, quand t'es chill, j'aime bien, tu vois. Genre. Ouais, mais toi, t'écoutes trop ta petite voix. Tu rigoles, tu rigoles. J'ai écouté ma petite voix pendant une semaine et ça m'a fait du bien, ouais. Mec, mais en vrai, moi, je suis assez dur là dans le discours, mais c'est parce que j'ai souvent cette petite voix et tu vois, Et on l'a tous. je lutte contre elle, tu vois. Je t'ai dit, fais le parallèle avec le boulot. Moi, aujourd'hui, j'écoute plus ma petite voix au sport qu'au boulot. Au boulot, c'est inconcevable pour moi de louper mon taf ou je sais pas quoi. En fait, c'est une question aussi de priorité, tu vois. Si tu veux Mm. être champion de France, bah, ta petite voix, tu dois aucunement l'écouter sur tes séances. Par contre, forcément, ne jamais écouter sa petite voix sur tous les aspects de ta vie, pour moi, ça mène au burn-out. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas juste flamber. Donc, il faut savoir prioriser et être résilient à 100% là où tu veux vraiment réussir. Ouais, ouais, ouais. Et puis même, tu vois, dans ta vie ou dans le sport, si tu as des choses pas stimulantes, parce qu'on fait pas tout le temps en fait Ma vie, elle est chiante, mec. Ma des vie, elle est chiante. SBD, des SBD RPE10 partout, tu vois, Ah oui. bah, tu peux te mettre des petites quêtes secondaires, tu vois. Des petites Ouais, quêtes ça. secondaires. Ouais, et puis moi, justement, je pensais que tu allais parler du fait de. Genre, la routine, c'est OK. Moi, c'est ce que j'allais dire. Genre, des fois, c'est normal d'avoir une vie qui est pas stimulante, un entraînement qui est pas stimulant, tu vois. Genre, c'est. T'es pas obligé Ouais, c'est d'être vrai. tout le temps. En fait, on est une génération d'iPad kids, tu sais, genre en mode stimulé tout le temps, TikTok, 10 secondes. Enfin, déjà, enfin, Mais mec, ouais, moi, c'est ça. je Genre, lutte contre ça au quotidien, tu vois. moi, j'ai supprimé TikTok, là, ça me rendait fou, cette merde. Mais la stimulation tout le temps, là, les couples, les SBD, les RP9, les fast-food, genre, dose, tu vois, genre, va respirer au soleil en respiration nasale, et me fait pas chier, tu vois. Genre, c'est ça aussi qui est cool comment dire, de par moment, en fait, kiffer la routine et aller à l'entraînement sans se poser la question de est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie. Est-ce que j'ai envie parce que je suis stimulé, est-ce que j'ai pas envie parce que ça me stimule pas? Te pose pas la question, fais le taf, des fois aussi, c'est cool. Ouais, et puis t'as pas envie, vas-y. Ouais, t'as pas envie, c'est ça, genre, t'as pas envie. Après, si t'as pas envie depuis un an, pose-toi des questions, encore une fois. Genre, personne t'oblige à faire ce sport, ça je fais que de le répéter, mais personne ne t'oblige à faire ce sport et tout le monde s'en fout de ton ARM, de ton SBD récap, tout le monde va l'oublier au bout de 2 minutes. Ne fais pas ce sport. Ouais, ça dépend aussi, ouais, on revient à qui t'es et qui tu veux être, tu vois. Même les gens qui ont un gros niveau en soi, je vois leur SBD passer sur mon feed, je suis là en mode, ouais, GG, j'ai oublié leur vie 2 minutes après, tu vois. En fait, on s'en fout. Genre, les gens se mettent trop la pression dans ce sport de merde. C'est vraiment, pour le coup, le powerlifting, je parle pas de la pratique, le sport, le skill en lui-même, mais l'esprit qui est autour du powerlifting, c'est vraiment de la merde, tu vois. Les gens se sentent pousser des ailes ou alors se mettent des pressions astronomiques pour quelque chose qui, au final, vas-y, je m'en tape que tu soulèves ta barre rouillée, que tu loupes ton soulevé de barre rouillée dans ta compétition qui est perdue dans le trou du cul de la France. Je m'en fous en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve qu'il y a une mentalité trop, pour le coup, fragile, même si j'aime pas utiliser ce terme, tu vois. Bah, j'aimerais que tu développes un peu à ce sujet pour que je puisse répondre, genre, Ah, ta c'est vision. ce que je viens de te dire, genre. Dans le powerlifting, en fait, on se prend trop la tête sur le regard des autres, sur ouais, qu'est-ce que les gens vont me penser de moi, ouais, je suis pas à la hauteur, ouais, je me mets la pression pour les championnats, nanana. En fait, on s'en fiche, encore une fois.
c'est un sport où tu passes 9 minutes sur la plateforme. C'est un sport ultra niche, donc je peux comprendre un peu le truc de se sentir avoir les projecteurs sur soi, genre pas comme le foot, où en fait, quand tu joues en D1, personne viendra te voir à ton match, etc. Tu vois. Mais je trouve que les gens se plaignent beaucoup trop. Les gens sont émotionnellement trop investis dans leur pratique, tu vois. Là où dans les autres sports, c'est un peu moins le cas. Genre, j'ai l'impression. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de sport Non. dans ma jeunesse, donc je sais ce que c'est, quoi. Après, même dans les autres sports, en fait, t'es tout seul, en fait. T'es tout seul, alors c'est toi contre toi-même, tu vois. Et encore plus dans ce sport où on soulève en fait des barres, où il n'y a pas de personnes avec qui on rentre en contact en plus. Et même en fait dans les sports collectifs, tu vois, tu restes tout seul, tu vois. Ça me fait penser, bon, tu sais que tu regardes pas trop les animés, mais tu vois, tu as un animé qui s'appelle Blue Lock. Ok. En gros, c'est un truc de foot où même en fait, dans l'équipe, en fait, ils sont en compétition, tu vois. C'est genre le truc égoïste à balle. En mode. Ouais, tu sais que c'est Limite, ça les sports co, hein, c'est qui voilà, va être le remplaçant. Ouais. voilà, limite, on te fait pas de passe, tu vois, c'est moi qui va marquer le but et il faut être le plus fort que l'autre. Et en fait, c'est un peu ça partout dans la vie, tu vois. Et t'es vraiment tout seul. Et en fait, c'est toi contre ta petite voix de merde. Et c'est aussi ta petite voix qui va te dire, qui va te mettre la pression pour rien, qui va te dire Ouais, il faut être fort, tu vois. mais justement, Pas je suis d'accord avec toi, c'est toi contre toi, mais il y en a, et en fait, ils pensent que c'est toi contre les autres. En gros, moi contre la vision que les autres vont avoir de mes résultats, etc. Encore une fois, les gens s'en On foutent, s'en en fait. fout de ça. Ouais, on s'en Genre, fout. mis à part la petite groupie du coin qui va faire la commère dans ce milieu-là, en fait, on s'en tape. Genre, honnêtement, moi, je fais ce sport parce que j'aime soulever lourd, parce que je kiffe accompagner des athlètes, mais la vie, entre guillemets, du powerlifting, effet force, etc., qu'est-ce que je m'en branle? Et même, Genre, elle peut parler de toi 2 secondes, mais en fait, ce qui la préoccupe le plus, elle, c'est qu'est-ce qu'elle va manger ce soir, son shopping, ou tu vois. ah, Non, mais mais c'est pour ça, genre, en vrai, vraiment, genre, vous mettez pas la pression. c'est tout seul, quoi. Et c'est ça, c'est Et ça. c'est arrivé aussi à, tu vois, t'es en compétition, tu vois, arrête de te mettre la pression parce qu'il y a des gens, parce que tu vas être jugé, parce que Ouais. n'importe quoi. En fait, C'est pas genre, c'est ça. Imagine le penalty. Attends, je vais te donner le penalty de Zidane contre l'Italie en finale de la Coupe du Monde en fait. Est-ce que lui il avait le droit de se mettre la pression par rapport au regard des autres? Oui. Il a tenté une panenka qui est rentrée avec la barre enfin la balle qui frappe contre la barre. Est-ce que toi en fait dans ta compétition encore une fois perdu dans la Creuse, tu vas enfin, tu dois pas te mettre la pression parce que Jean-Michel est en train de te regarder au niveau de la depth. Enfin, je sais pas, genre des fois les gens se mais mettent la pression pour rien. Après, tu as le droit de te mettre la pression par rapport à toi-même parce que justement, tu es investi dans ta pratique et que tu veux être toujours meilleur pour toi. Voilà, ça c'est OK. Mais le faire par rapport aux autres, parce qu'il y a trop de personnes, encore une fois, je te le dis, hein, qui pratiquent ce sport par rapport aux autres parce qu'ils se sont construits une identité par rapport aux autres. Mais vas-y, ouais. tu gagnes pas d'argent grâce à ce sport, t'as pas de sponsor, t'as pas de visibilité sur Instagram. En fait, t'as rien à y gagner de vivre pour les autres. Donc, si tu le fais pas pour toi, arrête en fait. Genre, Ouais, et puis à la fin, sur ton lit, eh bah, ils seront pas là, tu vois. sur ton lit de mort, ils seront pas. Bah non, mec, ils seront pas là. Personne sera là, chef. Personne. Personne sera là, gros. Donc, en fait, le public, dis-toi que c'est toi, mais démultiplié, tu vois, en multiclonage. Ça. Et on parle du public en compétition, mais c'est le public de Instagram aussi, tu vois. Genre, Ouais. non, Est-ce que moi, tu veux te rendre je suis fier d'avis de toi-même, tu vois? pas. Comment? Est-ce que tu veux te rendre fier toi-même? Ouais, c'est ça. De toute façon, tu regardes bien, les gens qui ont la meilleure santé mentale, c'est ceux qui n'ont pas Instagram. Moi, j'ai plein d'athlètes qui n'ont pas de compte Insta. Ils sont pas perturbés par la nouvelle Q du nouveau coach qui sort. Ils sont pas perturbés par la pression de poster un SBD récap. Moi, honnêtement, si j'étais pas coach et que du coup, j'avais pas ce devoir de communication, j'aurais pas Instagram, j'aurais rien, frère. Je suis dans ma cave, je louperais mes lifts, je me ferais guillotiner par la barre, mais vraiment, je serais dans la pénombre, gros. Mais Même moi, si c'est cool aussi, tu vois, de poster ces récaps parce qu'on est fier de soi, mais en fait, si ça devient délétère, ça te met la pression, bah arrête. t'as commencé Instagram en étant coach? Oh, moi j'avais Instagram, genre, je postais, c'était un training log, tu sais. Ok, ouais, bah pareil. Et pourquoi en fait tu postais?
Parce que j'étais fier de moi. J'ai commencé mon compte. Alors, les OG, ils vont se rappeler. Je sais pas s'il y a des gens qui me suivent de l'époque, mais en gros, je postais des vidéos de workout motivation dans mon jardin. En gros, je faisais des montages avec de la musique metal no copyright Oh là là. et je faisais des pompes. Genre, vu que ma qualité de téléphone était dégueulasse, je mettais tout en noir et blanc et je faisais des montages en mode shadow fighting dans le jardin, des curls, des Mec, curls faut que je à vois 5 ça. ki- Oh mec, mais c'est encore. Ah non, j'allais dire une dinguerie. Alors ne vous rendez surtout pas sur le compte Instagram. Ah, c'est encore? Je dis rien, je dis rien. Mais, Vas-y, j'irai voir. mais non, c'était parce que ça me faisait kiffer. Ça me motivait aussi de me dire, OK, là, je suis pas assez motivé pour m'entraîner uniquement pour moi. Du coup, je vais m'entraîner parce que les gens en attendent de moi. Tu sais, je m'inventais enfin, ouais, je m'inventais des attentes, en fait, des gens qui me regardaient. Et puis, ça m'a fait kiffer. Après, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des montages, j'aimais bien poster, etc. Et ça m'a poussé à vouloir coacher aussi, tu vois. Mais, Ok. euh, mais voilà. Voilà pour ce qui est un peu de la parallèle réseau. Ouais, moi aussi. Bah, moi, c'était training log, Ouais. juste parce que, en fait, je savais que j'allais avoir plus de place dans mon téléphone, alors je voulais juste, Ah, j'ai un athlète qui fait ça aussi. Ouais. juste que ça soit, en fait, un petit archive de mon évolution sportive, tu vois. Hmm. Non, mais j'avais pas du tout, en fait, l'idée de partager aux autres. En fait, j'étais vraiment dans mode balécoulisme, FK cœur naze, J'ai la et ref. ouais, et je postais. Hmm. Mais ça m'a bien servi parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont abonnés. Merci à eux. Merci à eux. Coaching, DM for coaching maintenant. DM for coaching, ouais. Mais ok pour cette parallèle-là. Euh, ok, j'aimerais bien qu'on conclue juste avec l'aspect un peu stagnation. Genre, qu'est-ce que tu penses, toi, de la stagnation? Genre, comment faire face un peu comment dire, le manque d'envie de s'entraîner parce qu'on stagne, ce qui est logique, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais, bah après ça va dépendre de l'athlète, tu vois. La stagnation, ça arrive quand tu t'entraînes un certain temps. Mhm. C'est des choses qui arrivent. Après, il peut y avoir en fait une stagnation qui est due à ta technique. En gros, t'arrives pas à exploiter ta force à cause de ta technique, donc Ouais. ce qui te fait stagner. Si de ce côté-là, tu penses que c'est bon, ça peut être en fait une stagnation liée à ta programmation. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tu gères mal ta fatigue, l'intensité, et donc en fait, les moments où tu dois forcer, bah, tu te retrouves, t'es cramé, ou t'es pas assez en forme physiquement. Et si en fait, dans tout ça, t'es plutôt calé là-dessus, t'es plutôt OK, t'es suivi par un coach. Après, il reste aussi le fait que on peut pas toujours en fait réussir le PR à tous les blocs, tu vois. Bah, de toute Euh, façon, un simple calcul mathématique te montre que si tu réussis tous tes PR, en fait, tu finis champion du monde en 3 ans. Donc, voilà. Et en fait, la progression, bon, ok, au départ, en fait, quand tu commences, bah, ça peut être linéaire, tu vois, ouais, très ascendant, ouais. ouais, très ascendant, et en fait, tu te rends compte que bah, plus tu vas évoluer dans le sport, plus bah, ça va faire des vagues, tu vois. Et il va y avoir des moments où tu vas stagner, et peut-être des fois régresser sur certains mouvements, et d'un coup, tu sais, tu vas progresser, tu vois, tu vas pas comprendre. Oh putain, j'ai pris plus 15 kilos sur mon squat en un mois. Bah non, en fait. Parce qu'en fait, c'est le travail des 6 derniers mois, tu vois. Exactement. Et pendant ces 6 derniers mois, tu vas te dire, ah, j'ai stagné, ah, j'ai régressé. Mais non, en fait, tu construis ta progression. Donc, ok, en fait, c'est arrivé à prendre aussi, bah, tu parlais de maturité dans l'entraînement, arriver à prendre ce recul-là, d'aller à l'entraînement, peu importe en fait comment ça se passe, et de toujours avoir la volonté de bien faire les choses, tu vois, même si tu as une petite gêne, même si tu es blessé, même si tu stagnes dans tes charges, avoir toujours cette envie de se dépasser. Et en fait, au bout d'un moment, ça paye. Enfin, en tout cas, moi, ça a toujours payé. Le travail, il paye, tu vois, au bout d'un moment. Et c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est OK de stagner. Enfin, ça peut être OK de stagner, mais continue de faire les choses. Et
Bon, après, si tu stagnes en fait pendant X temps, c'est que tu dois pas bien faire un truc. Ça laisse aussi l'espace à des changements. Mais en global, reste motivé et va t'entraîner, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tout ne t'est pas dû, encore une fois. C'est pas parce que tu fais les efforts que tu dois être automatiquement tout de suite récompensé. Des fois, comme tu dis, il faut attendre en fait que les 6 mois de travail où tu as un peu stagné se concrétisent en fait. Parce qu'il manquait l'élément clé, typiquement, je sais pas, ta capacité de travail, ton tonus musculaire, tout ce que tu veux, en fait, évoluer, mais le RM grossissait pas. On se rend compte que vraiment, techniquement, en fait, il y a un truc qui t'embête, enfin qui t'empêche en fait sur du très lourd de performer. Typiquement, je sais pas, ton lock au deadlift, à chaque fois tu lâches au genou. On règle ce paramètre technique et en fait tout ce que tu as construit pendant 6 mois se concrétise à ce moment-là parce qu'on a débloqué la progression Ouais. de par un aspect technique. En fait, il faut se dire que tu ne t'entraînes jamais pour rien. C'est mis à part si ton coach te prog tout et n'importe quoi, qu'il n'y a pas de cohérence entre les cycles et que vraiment, genre, tu te vois même regresser des douleurs de malade, etc., et qu'il n'y a rien qui est ajusté, oui, là, tu peux te remettre en question sur ta stagnation. La stagnation, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas uniquement le 1RM qui a pas évolué. Même s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, je le sais. En fait, si ton ARM il évolue pas, et que c'est ça de la stagnation, la plupart des lifters avancés stagnent. Parce que je connais très peu de personnes qui rajoutent 10 kilos sur leur ARM à chaque bloc, alors que ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils s'entraînent, tu vois. Donc, il faut juste comprendre qu'il y a juste des moments où en fait tu vas performer parce que c'est le bon jour, parce que tu as réglé les problématiques qu'elle n'est pas. Il y a d'autres moments où en fait la problématique prend trop de place en fait dans ton mouvement et tu n'arrives pas à performer le jour J. Typiquement, hein, tu t'entraînes bien, le bloc de ta vie, etc. Tu arrives en semaine 4, tu loupes ton ARM parce que tu t'es chié dessus. En fait, tu vas avoir l'impression de stagner parce que tu n'as pas augmenté ton ARM, alors que c'est juste que tu t'es chié dessus. Et que si on retentait ton ARM une semaine après, ou un jour après, un jour avant, ou je ne sais quoi, en fait, ça serait passé carrément autrement. Donc, faut juste te dire que tu n'as pas su performer le moment où tu attendais. J'ai un athlète comme ça, hein, il progresse de malade, il perd au volume sur tous ses blocs. On se dit, OK, il va pouvoir mettre enfin une grosse barre et tout, PR plus 10, son pré-weight, etc. Le jour J, il n'est pas là. Le jour J, il n'est pas là. Après, il me fait un long speech où il me dit, oui, j'ai l'impression de stagner, etc. Je lui ai dit, mais écoute, chef, écoute. Je lui ai sorti toutes les perfs qu'il a sorties. Je lui ai dit, est-ce que concrètement, tu penses que ton niveau que tu as sorti sur le jour où je t'ai demandé de tester la barre que je t'ai indiquée là, tu penses vraiment que c'est le niveau que tu pouvais afficher, le niveau qui reflète comment dire, ta progression dans ce moment? Il m'a dit, ben non, c'est juste que j'ai pas su concrétiser ou augmenter. Et là, on est relancé sur un bloc qui se passe très bien. Et j'espère qu'il se recassera pas la gueule en fin de bloc, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça. C'est qu'il y a des personnes, mentalement, ça casse, en fait, dès qu'ils arrivent au niveau de faire un max, tu vois, sur le single, ils se mettent C'est trop ça. d'attentes, trop de stress et ils oublient tout ce qu'il faut faire, tu vois. Et, et ils se mettent à douter, tu vois, de leur progression, à douter de tout, tu vois. Alors qu'en fait, si tu dézoomes, tu te rends compte qu'en fait, son x5, il a fait PR plus 5 par rapport au bloc Mec, dernier et qu'il est dans une super bonne dynamique, tu vois. Mec, mon deadlift, ça fait des mois et des mois, genre même, je pense, un an que je suis autour des 300 kilos. En gros, je tire sur des barres aux alentours, j'ai déjà tiré sur 300. À chaque fois, le problème, c'était le grip qui tenait pas en fait sur des barres de 90 plus. La dernière compétition que j'ai fait il y a 3 mois, de 95 qui lâche au lock, parce que le hook lâche. Et en fait, est-ce que je me suis dit, ouais, je progresse pas au terre, etc. Non, je me suis dit, putain, mais j'ai les 300 tous les jours sous le pied. Genre musculairement parlant, ça passe, etc. Faut juste que ce foutu hook qui tienne. J'ai bossé ma position, j'ai bossé mon stuff magnésie sur les doigts, et en fait, c'est passé. C'est pour ça, en fait, il faut juste que tu te poses la réelle question de est-ce que concrètement, c'est ma force qui me limite, ou alors c'est quoi c'est quoi la limitation principale dans ma progression, tu vois. Tu bosses ça et en fait, tu débloques tout simplement. Mais encore une fois, si tu t'entraînes, forcément, mécaniquement, enfin pas mécaniquement, mais au niveau des réactions chimiques, au niveau des adaptations qui va se passer dans ton corps, va y avoir de la progression, tu vois. Alors, Mais oui, forcément, forcément. mais oui. Surtout si tu as une prod qui est vraiment millimétrée, où tes formats se répètent de bloc en bloc, toujours en overload, tu vois, genre forcément il y aura une adaptation en fait. Ouais, il faut que tu restes aussi dans l'optique de continuer à faire le taf, continuer à progresser, tu vois. Parce que là, tu vois, il va te dire, ouais,
Ouais, j'ai raté mon top 7, j'ai l'impression de stagner et tout. Ouais, bah, je vais lui Et, répondre, écoute, chef, des top 7, j'en ai raté plus de 50 dans ma vie, tu vois, genre, enfin, et encore. et Est-ce oui. que, depuis le jour où j'ai commencé aujourd'hui, j'ai pas progressé? Si, j'ai pris 400 kilos sur mon total, enfin. Mais juste la question, c'est bah, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour réussir ton prochain top 7? Tu vois, d'arrêter d'être en fait trop dans le négatif ou dans le passé, tu vois, vois plutôt le futur, ce qui reste à venir. Et tu vois, ça va te mettre en plus, beaucoup plus la rage la prochaine fois que tu vas pouvoir retenter cette barre, tu vois. Donc, c'est pas vraiment faut arrêter de toujours, tu vois, ça peut être aussi une excuse pour en faire moins, tu vois, parce qu'il va te dire, ah, je suis un peu démotivé là, vu que les prochains entraînements, tu vois, je vais y aller en reculant. Bah Hmm. non, tu vois. Oh mec, j'ai une analogie de zinzin qui me vient. Je sais pas si les gens voient Juninho. Juninho, c'était le meilleur tireur de coup franc qui a jamais existé dans le monde du sport, selon moi. Il jouait à Lyon en plus, donc très bonne équipe. Bref. Juninho, il pouvait tirer des coups francs du milieu de terrain, il te l'a marqué. Genre tout le monde avait peur des coups francs de Juninho. Et Juninho, en fait, ça lui est sûrement arrivé dans sa carrière de louper des pénaltys. Penalty qui est censé être vraiment la concrétisation de ton niveau en fait. Un penalty, il n'y a rien de entre guillemets de plus simple à marquer. Même si c'est compliqué de marquer un penalty, on se sait. Et en fait, est-ce que Juninho il s'est dit oh, je suis nul, je régresse parce que j'ai loupé un penalty alors que je peux mettre des coups francs du milieu de terrain. L'analogie, c'est le coup franc, c'est le 5x5 à 85% que tu as réussi la semaine dernière, et le penalty, c'est le single que je te fais tenter juste après. Est-ce que, encore une fois, Juninho va remettre en question son talent parce qu'il a loupé un penalty? Bah, tu devrais faire de même, en fait. Tu devrais te dire, si j'arrive à faire mon 5x5 à 85%, parce que, genre, sur le volume, je pète tout, et du coup, qui est l'équivalent d'un coup franc du milieu de terrain, est-ce que vraiment je dois remettre en question ma programmation, tout ce que tu veux, sur le penalty, donc le single que je viens de louper? Non. Faut que tu analyses si vraiment c'est une question de force. On reverra, parce que si tu arrives à tanker un volume tel, c'est étonnant. Mais généralement, c'est ta technique qui pêche ou je sais pas quoi, et on va bosser dessus. Et un jour, ça va se débloquer. Et ce que je dis souvent, c'est que des fois, techniquement, j'aurais jamais la cue magique à te passer ou le mot magique. C'est juste le temps, en fait. Genre, prendre le temps de faire les choses, et un jour, ton corps va se débloquer automatiquement. Pousse, chef. Ouais, pousse. Genre, pousse et arrête de pousser. Enfin, et arrête d'arrêter de pousser quand ça va pas, en fait. Justement, quand tu loupes une barre, tu dois te dire, OK, bah, je reviens à l'entraînement la prochaine fois avec encore plus de motivation, avec encore plus de focus sur les problématiques qui ont fait que j'ai loupé cette barre, et je n'accepte pas mon sort. Il y en a trop, ils se disent, oui, j'ai loupé, je suis nul au squat, etc. Ce qui a été mon cas pendant longtemps, hein. Je me disais, je suis nul, donc forcément, j'accepte d'être nul, etc. Non, accepte pas, genre. Énerve-toi contre le fait d'être nul et deviens moins nul parce que tu te sers de ta frustration pour progresser, en fait. Ouais. Mais oui. T'es nul. On est tous nuls, tu vois. Et bah, je pense Donc on qu'on peut soit arrêter plus fort. le podcast sur cette phrase. Tu es nul, on est tous nuls. Non, bah écoutez les gars, j'espère que le podcast vous a plu. Nous, toujours un plaisir de discuter, hein. Ça nous permet de discuter entre collègues et de vous faire participer à la discussion derrière vos écrans. Et je sais que vous êtes pas mal à écouter le podcast pendant que vous marchez, même si je sais que sur YouTube, c'est un petit peu plus chiant parce que voilà, faut payer YouTube Premium. Mais les gars, rétention d'audience oblige, on reste sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a eu un gros up d'abonnés depuis les tier lists là, donc on va sûrement en refaire aussi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires, en DM. Et si vous cherchez encore une fois un coaching qui va vous mener du point A au point B de la manière la plus rapide, la plus efficiente et de la manière la mieux encadrée possible, bah, il faut juste en fait DM en fait. Genre un petit message sur Insta ou sinon vous allez en description, il y a le questionnaire de demande de coaching. On sera un plaisir de vous prendre en appel et de discuter un petit peu de vos problématiques et de ce qu'on peut vous proposer. Donc je vous souhaite bah, une bonne fin de journée ou un bon début de journée, ça dépend où vous en êtes. Et on se dit à lundi prochain pour le prochain podcast. Salut les gars.